Donc, le plagiat, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on doit appliquer des sanctions ou prendre des mesures proactives? Il y a des personnes du campus Saint-Jean en Alberta qui ont travaillé à l'élaboration d'un projet de badge numérique, tiens, un mot badge qui revient, intitulé Badge Biblio 101, avec une visée formative concernant l'utilisation des différentes sources d'information et le développement des compétences informationnelles. Il s'agit d'un cours en ligne qui comprend 2 modules, un sur le plagiat et un sur les pratiques de citation, et l'autre sur l'identification des mots-clés d'un sujet et la recherche de documents. Mesdames Lise Nuire, Martine Pellerin et M. Paulin Mulatrice vont nous parler de l'expérimentation de ce projet. Je vous les présente. Madame Lise Nuire, coordonnatrice principale à l'innovation, travaille dans le domaine de l'intégration de la technologie en enseignement et en apprentissage depuis une quinzaine d'années au campus Saint-Jean en Alberta. Depuis 2 ou 3 ans, elle initie, exécute et gère des projets d'innovation technologique en enseignement, apprentissage et les pratiques de travail quotidien. Elle est assistée par une équipe de techniciens. Elle propose des solutions technologiques innovatrices qui améliorent les expériences diverses de la communauté du campus de Saint-Jean. Elle détient également une expérience en tant qu'analyste de systèmes informatiques. Elle a travaillé durant 3 ans dans le domaine de développement international où elle a été gestionnaire de projets de formation de formateurs en informatique au Cameroun et au Sénégal. Elle détient une maîtrise en communication et technologie de l'Université de l'Alberta et une spécialisation en systèmes d'information et de gestion de l'Université d'Ottawa, d'où elle a obtenu un prix d'excellence canadien en recherche opérationnelle. Son expertise a été reconnue l'année dernière par un octroi du prix Information Technologie Excellence Award par le bureau du vice-provost, c'est l'information, services et technologies de la University of Alberta. Madame Pellerin est professeure adjointe au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta depuis 2010. Elle est aussi vice-doyenne en recherche et à l'innovation. Ses domaines d'expertise sont reliés à l'acquisition de langues secondes, l'enseignement de la littérature, de la littératie précoce et l'utilisation des technologies numériques comme outils au service de l'apprentissage et de l'évaluation et l'enseignement en ligne. Elle donne également des cours au niveau des études supérieures dans les domaines des approches qualitatives et en particulier les méthodologies de recherche participative et ethnographique, ainsi que l'intégration des technologies émergentes au service de l'apprentissage et l'évaluation en classe présentielle et en ligne. Monsieur Mulatrice est professeur titulaire, vice-doyen principal aux études, co-directeur du groupe de recherche sur l'intertransculturalité et l'immigration, le GRITI, au campus Saint-Jean, toujours de l'Université de l'Alberta. Il a une formation pluridisciplinaire qui touche la philosophie, la théologie, ainsi que les sciences économiques et sociales. Alors, la théologie, donc, est d'accord avec moi pour la formation à distance avec Saint-Paul. Il a consacré seul ou en collaboration une cinquantaine d'articles, notamment l'invention de soi, les jalons pour une réflexion sur la mémoire des immigrants, pour une politique de rapprochement entre les peuples autochtones et les nouveaux arrivants francophones à Edmonton. Il est auteur et co-auteur de quelques essais, dont La Nation et son double, essai sur les discours postcoloniaux au Canada. M. Paul Mulatrice est très impliqué dans la vie communautaire franco-albertaine et je vous laisse en leur compagnie pour 40-45 minutes. Ici. Bonjour à tout le monde et merci d'être ici. Je pense que la présentation d'ouverture et la présentation qui vient de se terminer est vraiment un bon départ, une très bonne introduction pour ce qu'on va partager avec vous. Et puis le titre de notre présentation, le plagiat, appliquer des sanctions ou prendre des mesures proactives. Okay, je vais prendre peut-être ton... OK. Donc, il y a toute une réflexion et encore une fois, les 2 présentations ont vraiment permis une certaine fondation à notre présentation. On met beaucoup l'accent sur les sanctions. Et encore une fois, lorsqu'on regarde les recherches qui sont faites au niveau du plagiat, ce sont des mesures pour détecter. Et on parle maintenant d'avoir des logiciels très
puissants qui sont capables, encore une fois, de détecter le plagiat. On met beaucoup sur les conséquences. Et on commence par contre à regarder les mesures proactives, mais peut-être pas assez. C'est là qu'on va mettre beaucoup notre emphase. Et je vais faire juste quelques petites parenthèses ici. Je ne sais pas si certains de vous connaissent Dr. Martine Peters, qui est de l'Université du Québec à l'Outaouais, qui fait beaucoup de travail présentement sur le plagiat. Puis elle indiquait, c'est vraiment comme ce que la recherche dit en général, c'est que, bon, le plagiat, il est là, c'est pas nouveau, c'est peut-être les façons de faire le plagiat qui a évolué, puis avec les technologies aussi, c'est beaucoup plus facile avec le clic, on prend un paragraphe, on copie, donc c'est beaucoup plus facile, mais c'est pas nouveau. Donc c'est un problème qui est là, on a mis des sanctions, depuis des années on a mis des sanctions, mais là encore une fois, c'est que ça continue. Bien, pourquoi que ça continue? Et qu'est-ce qu'on fait pour vraiment aider au lieu de juste sanctionner? Puis, un autre point aussi, c'est l'idée, et j'ai beaucoup apprécié la deuxième présentation, vous avez utilisé le terme accompagnement. On parle beaucoup d'accompagnement au niveau du secondaire, même ici, dans le contexte québécois, les collèges, les cégeps, mais on parle beaucoup moins au niveau universitaire. Rendu à l'université, on prend pour acquis qu'ils ont tous les connaissances. Même au secondaire, j'ai enseigné pendant 23 ans, même rendu au secondaire, on prend pour acquis que l'élémentaire a tout fait de la formation, ils arrivent au secondaire, ils ont toute l'information qu'ils ont, toutes les connaissances, les compétences. On arrive à l'université, c'est encore pire. On prend pour acquis, ce n'est pas notre travail, il devrait avoir ces compétences-là. Et j'aime beaucoup ce terme-là d'accompagnement, parce que l'accompagnement n'est pas seulement pour les étudiants au primaire, secondaire, mais aussi au niveau universitaire. Il faut vraiment les aider à développer ce qu'on appelle les compétences informationnelles. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils ont ces connaissances-là aussi. Un autre, quelque chose qui est extrêmement important, c'est le concept d'autonomie. Encore, parce qu'on pense qu'ils sont à l'université, ils sont autonomes, c'est leur responsabilité. Comme faculté, comme membre de faculté, comme instructeur, on a aussi une responsabilité. Ça s'appelle la responsabilité de la formation universitaire. On a tendance à penser que notre responsabilité comme instructeur, comme enseignant au niveau universitaire, que c'est le contenu. On donne un contenu, on l'évalue et c'est fini. En fait, on a encore davantage une responsabilité. Comme je dis, au niveau des compétences essentielles. Puis une des compétences essentielles, ce sont ces compétences-là informationnelles. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre l'emphase sur ceci. Et je vais peut-être juste regarder mes petites notes. Et je vais terminer avec le concept de l'autonomie. Le concept de l'autonomie qui est très mal, qui est très mal compris. On pense que ça veut dire qu'il est seul. Être autonome, c'est être seul. Mais en fait, l'autonomie, c'est tout un processus qui inclut l'accompagnement. Et encore une fois, avec la formation, il faut avoir ce développement-là de l'autonomie, la prise de responsabilité. La prise de responsabilité vient avec un sens de contrôle. Et on a le sens de contrôle lorsque on a les compétences. Quand on n'a pas les compétences, il y a ce perte de contrôle-là aussi. Et un dernier aspect au niveau de l'autonomie aussi, sens de contrôle, on fait le travail pour qui? On fait le travail pour le prof, pour avoir une note. Et à ce moment-là, il n'y a pas une prise de conscience de la part de l'apprenant. C'est lorsque, puis certains de vous dans les premières présentations ont mentionné, c'est lorsque l'apprenant prend responsabilité, qui dit, je fais ce travail-là pour qui? Pour moi. Donc, un sens de contrôle sur son apprentissage, et c'est là qu'on voit un changement aussi. OK, merci. Donc, notre présentation, faire un petit survol sur le contexte, problématique, solutions proactives, l'analyse des résultats de notre projet, l'impact du projet pilote et défis, puis certaines recommandations aussi. Donc, juste pour vous situer, donc on est très fiers de venir
de l'Alberta. Donc, il fait très, très chaud présentement en Alberta, ce qui est rare. D'habitude, il fait plus chaud au Québec. Puis, donc, il y a une vague de chaleur, mais on est très content d'être ici à Québec. Et puis, donc, notre programme, donc, on fait partie d'une grande université, l'Université de l'Alberta, qui est une université anglophone, mais nous sommes un campus francophone au sein de cette grande institution-là. Et on a la Faculté Saint-Jean et le Centre collégial de l'Alberta. Faculté Saint-Jean a premier cycle et 9 programmes. Et le deuxième cycle, deux programmes de maîtrise. Et le Centre collégial de l'Alberta, 4 programmes. OK. Et un nombre total d'étudiants, environ 849, et ça continue d'accroître. Donc, au niveau collégial, c'est environ 3,4 % de ce nombre d'étudiants-là. Et au deuxième cycle, c'est au niveau 4,4 % de cette population-là. Au premier cycle, pardon, c'est 92,2 % de l'ensemble de notre population. Et je cède la place à mon collègue ici. Excusez-moi, bonjour tout le monde. Je commencerai par un petit constat avant d'arriver à ce que vous voyez là. Quand j'ai pris ma position comme vice-doyen responsable de ce qu'on peut appeler les affaires académiques, ma collègue m'avait précédé, m'avait laissé un paquet de mouchoirs au coin de ma table comme héritage. C'était en automne, ce paquet est resté intact et j'ai constaté que vers la fin du mois de décembre, le paquet a filé vraiment en vitesse. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et mon constat était qu'en fait, c'était des larmes versées par des étudiants qui passaient par mon bureau pour des cas majoritairement de plagiat. Et ces cas de plagiat touchaient une population vraiment variée, allant du premier cycle collège, enfin du collège, premier cycle chez nous, cycle supérieur, et tout le monde était concerné. Et ça m'a beaucoup intrigué parce qu'en un temps record, j'avais eu 60 cas de plagiat, ce qui me paraissait vraiment énorme, mais je me demandais comment ma collègue pouvait gérer tous ces cas-là, parce que moi, ça commençait à bouffer tout mon temps. Et je voulais consacrer mon temps à autre chose qu'à cela. Je croyais qu'il fallait trouver une solution. Non pas que je ne voulais pas accompagner les étudiants, mais je trouvais que les solutions qu'on avait ne répondaient pas à un besoin qui était réel, parce qu'il y avait plusieurs cas de plagiat, parce qu'il y avait un réel problème chez nous, et il fallait trouver une solution, comme ma collègue l'a mentionné ici, proactive, pour essayer de répondre à ce cas-là. Et le questionnement a commencé à partir de ce moment-là, parce qu'il y en avait plusieurs. Et ces cas de plagiat concernaient majoritairement les étudiants de première année et de deuxième année. Et quand je dis première année ici, je ne veux pas dire première année en termes de première année universitaire, mais peut-être première année de séjour à l'université. Ça pouvait concerner des gens qui venaient pour une première année à l'Université de l'Alberta, mais deuxième cycle, comme des gens qui venaient pour un programme, en fait, premier cycle tout simplement. Donc, c'était des gens qui faisaient une première année de séjour. Et il fallait trouver une solution à cela. Non pas que les étudiants qui étaient là depuis longtemps ne trichaient pas, mais peut-être qu'ils avaient trouvé des astuces pour mieux y répondre. Et parmi tous ces cas-là, très rapidement, quand j'ai discuté avec les étudiants, il y avait 3 choses qui m'ont frappé. Les allégations ciblées portaient soit sur l'ignorance, que c'était le cas de plagiat, ou encore la mauvaise foi, parfois aussi l'obstination. Et je mentionnais à une collègue qui est là dans la salle, qui vient de chez nous, qui est là, au fond, la directrice du collège, elle est là, peut-être la voir, Madame Dorès, qui est là avec nous aussi, qu'une fois, je discutais avec un étudiant qui avait un cas de plagiat vraiment avéré, qui m'a dit, oh, monsieur, vous dites que c'est un cas de plagiat, mais regardez le syllabus, le professeur s'y a plagié, parce qu'il y a des passages là-dedans, comment est-ce que vous le punissez? Et donc là, je me suis dit, oh, c'est vrai, ça peut concerner le professeur. Mais la différence, c'est que le professeur peut-être ne saurait pas le punir. Mais vous, au moins, c'est sérieux, parce qu'un cas de plagiat se solde par une note de 0. Et quand c'est un travail académique qui représente une proportion de 30-40% de la note finale, ça peut être crucial. Ça signifie que l'échec était presque réel pour ces étudiants-là. D'où le fait que je consommais, j'étais devenu un grand consommateur de mouchoirs dans mon bureau, et il fallait vraiment trouver une solution à cela. Et donc, cette solution-là était proactive, c'est-à-dire qu'il fallait regarder quoi faire pour ne pas être simplement punitif. Parce que la démarche était vraiment punitive. L'étudiant venait, le code des étudiants est là, c'est clair, cas de plagiat, c'est ceci, sanction cela. Mais est-ce qu'on résolvait les cas? Moi, j'avais le sentiment qu'on ne le faisait pas.
parce qu'il n'y avait pas un accompagnement comme ça a été mentionné. Il fallait trouver d'autres solutions pour répondre à ces défis-là. D'où toute cette idée-là qui a germé et qui a abouti à ce que nous présentons aujourd'hui, qui était... Oui, pardon? Oui, donc le Biblio 101, en collaboration développé, on appelle Biblio 101 parce qu'il était développé en collaboration avec la bibliothèque chez nous, parce qu'on pensait que c'était un centre de ressources, mais qui avait une vocation un peu plus élargie. Mais ça impliquait aussi ce qu'on appelle chez nous la centrale, c'est le service qui encadre les étudiants en termes de travaux, de correction des travaux, et que ce qui n'était pas fait à ce niveau-là pourrait l'être aussi au niveau de la centrale qui accompagnait les étudiants dans la finition de leurs travaux académiques. Et donc, ça a été un travail, Lise reviendra dessus, qui a pris un peu de temps pour le mettre en place. Ça a été des allers-retours entre la bibliothèque, moi-même, le service informatique, Madame la vice-doyenne derrière moi, elle cherche, parce qu'elle s'occupe dans ce qui est, on s'occupe des innovations technologiques. Donc, c'était vraiment un travail collaboratif qui a donné ces résultats, mais pilote. Et on verra vers la fin, pour moi, qui a été un travail très, très important, qui est en cours et qui ira vers ce qu'on va présenter aujourd'hui. Alors, bonjour tout le monde. Quand on a commencé ce projet pilote-là, on a passé du temps à penser non seulement à la solution proactive, mais aussi savoir comment on va gérer ce changement-là. Comment est-ce qu'on va gérer la formation? Comment est-ce que la conception sera faite? Quels genres de facteurs seront prise en considération, et sans oublier la continuité. Est-ce que c'est une solution qui est viable? Est-ce que c'est une pratique qui sera ancrée dans nos pratiques académiques dans les années futures? Donc, quand la proposition est venue dans notre bureau d'innovation technologique, il y a des facteurs qui nous ont été donnés, qui nous ont facilité à trouver la meilleure solution. Premièrement, on nous a dit qu'il s'agissait de 400 étudiants, qu'il fallait leur donner accès libre à la formation, trouver un moyen à ce que les enseignants et l'administration académique puissent avoir la liste des étudiants qui ont fait la formation, et aussi que c'était une formation pré-programme. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont complété cette formation-là, ils devraient montrer la preuve aux professeurs pour qu'ils puissent dire oui, la formation est faite, donc vous pouvez finaliser vos cours de la session actuelle. Et tout ça nous a permis, nous en service technologique, d'identifier que Moodle était la meilleure plateforme pour faire cela. Et plus particulièrement la conception d'un badge numérique que nous avons appelé Biblio 101. Okay. Au niveau de la gestion, nous avons identifié différents intervenants et avec des rôles différents. En premier lieu, le vice-doyen a approché les différents comités que nous avons, le comité de planification académique et le comité exécutif pour les informer, aussi avoir leur aval. En deuxième lieu, le bureau des admissions a contacté les étudiants pour leur faire savoir de cette nouveauté-là, la nouvelle formation qu'ils doivent suivre. Là, je vais vous montrer un courrier qui leur a été envoyé, signé par le vice-doyen, qui leur donnait comme vous voyez, la date limite du 18 septembre, alors ça, c'était au début du projet pilote, que la formation était gratuite, donc ils ne s'attendent pas qu'ils aient à payer des frais de plus, un nombre illimité de tentatives pour les quiz qu'il y avait dans ces modules-là. Alors ici, ça montre que ce qui était plus important, c'était la transmission du savoir par rapport à ce qu'on ait à donner une note de passage à l'étudiant. Mais en passant, la note de passage était de 75% pour les deux quiz. Et pour s'inscrire, les étudiants n'avaient qu'à appuyer sur le lien que vous avez là-bas. Donc, c'était une méthode d'auto-inscription. Une fois qu'ils appuient, le Moodle leur donne le rôle d'étudiant et ainsi ils peuvent suivre la formation et faire les évaluations qui sont nécessaires. En dernier, vous voyez que c'est écrit que Biblio 101 est requis dans leur formation académique et que les professeurs l'exigeront. Alors ici, encore une fois, on fait référence à la responsabilité qu'on donne aux enseignants qui doivent suivre les étudiants et s'assurer qu'ils aient cette formation-là. En troisième lieu, on a mis à disposition des enseignants et des étudiants le support technique, au cas où ils ont des questions non seulement sur la navigation, ou le contenu, s'il y a moyen de les aider dans ce sens-là. Donc, on avait des techniciens qui étaient disponibles à cet effet-là. En troisième lieu, le suivi dans les cours était fait par les enseignants. Donc, premièrement, s'assurer que les étudiants fassent la formation
Et s'il y avait des questions sur le contenu, ces questions-là étaient acheminées à la Bibliothèque Saint-Jean. Des questions de côté technique revenaient chez nous, puis on pouvait les accompagner dans ce sens-là. Et le vice-doyen faisait toujours le suivi ou répondait aux questions des enseignants. Si, par exemple, il posait la question du genre « Qu'est-ce que je fais si un étudiant ne veut pas faire la formation ?» Donc, lui aussi répétait le même discours, que c'était de leur responsabilité de s'assurer à ce que les étudiants suivent cette formation. En cinquième lieu, l'analyse. À la fin de la session automne 2017, la Bibliothèque Saint-Jean a repris le contenu. Question de regarder si le contenu était toujours pertinent et à point. Et on faisait la maintenance au besoin s'il y avait de contenu qui devait être fait ou des ajustements côté technique. La représentant de la Bibliothèque Saint-Jean était assez habile de faire lui-même certains ajustements, mais on intervenait aussi en cas de besoin. Au niveau de la conception, qu'est-ce qu'on a pris en considération? On savait maintenant que la formation allait avoir lieu sur Moodle, qu'il fallait avoir un badge numérique, mais il a fallu qu'on prenne en considération certains scénarios. En premier lieu, ce qu'on nous avait dit qu'il fallait que les étudiants gardent une preuve qu'ils ont réussi la formation. Donc on voulait que ce badge numérique-là suive le profil des étudiants dans leurs cours. On voulait trouver un moyen d'identifier les étudiants qui ont échoué, si les professeurs le savent, les étudiants qui ont échoué, pour pouvoir les acheminer ou les référer à d'autres aides, soit à la Bibliothèque Saint-Jean ou au bureau de la Centrale, comme le vice-doyen vient de l'expliquer. Et en troisième lieu, les étudiants qui n'ont tout simplement pas fait la formation. Quel genre de sensibilisation supplémentaire devrait-on leur donner? Et tout ça dans le but d'éviter d'avoir des sanctions, mais de pouvoir transmettre le contenu, parce que c'était ça le but du projet pilote. Ici, je vous montre la page de la page sur Moodle. Alors, 75% qui est la note de passage, et chaque module était structuré de la même façon. Il y avait d'abord une vidéo d'introduction, des tutoriels qu'il fallait visionner, et en dernier lieu, un quiz. Pour chaque quiz, l'étudiant devait avoir 75% pour avoir, c'était ça la note de passage, pour pouvoir avoir un badge numérique. Donc ici, vous voyez deux modules, un sur le plagiat, un autre sur la recherche documentaire, et aussi il y avait d'autres ressources supplémentaires que les étudiants pouvaient regarder. Nous avons passé un temps énorme à s'assurer que la navigation soit facile. On a fait des tests avec les étudiants, avec les enseignants, parce qu'on sait très bien que quand quelque chose ne fonctionne pas de la navigation, les étudiants peuvent lâcher, puis c'est très difficile de les reprendre après. Donc on a passé des semaines à faire des tests avec les étudiants et les enseignants. Rappelez-vous que l'un des critères était que les étudiants de l'administration académique puissent avoir accès à la liste des étudiants qui ont eu le badge. Donc ici, à la demande du professeur, dans le cours d'introduction à la sociologie, on a mis un bloc qu'on appelle achèvement de cours. Alors ça, je pense, ça répond à la question de monsieur ici tout à l'heure qui disait comment est-ce qu'on sait les étudiants qui ont eu un badge, ou comment est-ce qu'on s'assure à ce que les étudiants aient des badges. Le bloc ici est achèvement de cours. Quand on appuie sur consulter le rapport du cours, on voit maintenant la liste des étudiants et la colonne Biblio 101 avec des cases qui sont cochées. Ça veut dire que ces étudiants-là ont reçu leur badge. Dans le cas actuel, on ne voit pas un étudiant qui ne l'a pas eu, mais s'il arrivait qu'on voit un étudiant qui n'a pas eu le badge ici, ça c'est là l'occasion, le professeur aurait à approcher l'étudiant et voir le pourquoi et quand le badge va être reçu. Donc ici, ça montre très bien qu'on s'assure à ce que le badge suit le profil de l'étudiant et que le badge puisse être identifié à partir de n'importe quel cours. Comme vous pouvez le voir, en automne 2017, 379 sur 400 de nos étudiants avaient obtenu leur badge. Entre le 30 août et le 15 octobre 2017, ça montre un peu la popularité, le fait que les étudiants ont suivi les instructions qui étaient données et la coopération des professeurs aussi qui ont rappelé cela, parce qu'une des choses que le professeur disait, c'était « Ok, vous ne voulez pas suivre cette petite formation et s'il y a des cas de plagiat avérés dans votre travail, la sanction sera vraiment sévère. » Et ça, c'était clair. Aussi, parfois, que le travail d'un étudiant ne serait pas corrigé tant aussi bien, le badge
ne figurait pas sur les profils de l'étudiant. Donc c'était obligatoire. Les étudiants savaient que c'était quelque chose vraiment d'obligatoire. Si vous n'avez pas le badge, le professeur exigeait de passer d'abord cette formation-là avant de commencer à corriger le travail de l'étudiant. Et donc là, ça a été quelque chose qui est allé très vite, les étudiants ont compris. Il n'y a pas eu vraiment de protestation, contrairement à ce qu'on pourrait penser que les étudiants diraient, ben, ça, on a payé nos frais de scolarité, il y a un cours supplémentaire. On n'a jamais eu ce cas-là, c'est jamais arrivé. Ça a été vraiment quelque chose qui s'est passé très bien. En hiver, vous verrez qu'il y a 38 étudiants, parce que la publicité, je crois, elle était moins faite aussi, mais aussi parce qu'il y a plusieurs étudiants qui l'avaient déjà fait en automne, donc il n'y avait pas nécessité de le refaire en hiver. Donc on pourrait dire que le taux de participation à cet exercice a été vraiment au-delà de nos espérances, c'est-à-dire quelque chose de très accepté par les étudiants. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que l'initiative a pris du temps pour être mise en place, mais le succès du point de vue de l'acceptation par la communauté étudiante était vraiment réel. Okay. Alors, autre chose que je pourrais mentionner, ce que j'ai constaté, c'est que le cas orienté vers mon bureau qui portait exclusivement sur le plagiat, je peux dire que c'est passé de 60 à 0. Je n'en ai pas eu, parce qu'il y a eu une responsabilité des étudiants, parce qu'ils savaient très bien que moi, je serais très intransigeant dans l'annulation des notes, et que c'était une conduite à suivre. Les professeurs ont répété ça. En revanche, ici, il faudrait que je mette la différence. Si les cas de plagiat ont été réduits, les cas de tricherie, ça c'est autre chose. Ça, c'est une autre affaire qui est résiduelle, qui est toujours là. On n'a pas encore trouvé de mots pour y répondre. Donc, les compétences informationnelles des étudiants ont été améliorées de ce point de vue-là. Et c'est un exercice, je pense, on a eu raison de l'organiser. Et du point de vue de la réussite universitaire, le point qui suit, je crois que c'est quelque chose qui est très bien, parce qu'à partir du moment où les étudiants enlèvent ce risque-là d'avoir un travail annulé, ça augmente aussi le niveau de réussite, parce que moi, j'ai eu plusieurs cas, comme je l'ai mentionné, des travaux annulés. Et ça, c'était vraiment un cas important, avec les cas d'appel formels, informels ou formels, qui prenaient du temps pour différents comités. Et ça, c'était une question, je ne peux pas dire que c'est résolu à 100%, mais quand même, les étudiants savent maintenant qu'il existe un outil pour répondre à ce type de défis et qu'il y a des ressources humaines qui peuvent répondre à cela aussi. Continuer avec, dans cette optique-là. Donc, les stratégies proactives et non réactives. Donc, encore une fois, j'aime beaucoup aimer la métaphore du village que tout ensemble, on doit s'investir. Donc, on ne doit pas seulement s'investir au niveau des sanctions, de la punition, mais au niveau de la prévention, puis encore plus au niveau de la formation. Donc, pour nous, au niveau universitaire, ça doit faire partie de la formation universitaire, pas seulement que nos responsabilités, comme j'ai indiqué dans le syllabus, que, bon, si vous copiez, vous allez être, il va y avoir des conséquences, des sanctions. On a indiqué que, bon, ben, ça valait vraiment la peine d'intégrer le batch, module obligatoire préprogrammé pour tous nos étudiants. Ce que je voudrais ajouter ici, c'est aussi, puis c'était mentionné dans la première présentation d'ouverture et dans la deuxième présentation. Présentation d'ouverture, vous avez parlé d'innovation ou de renouvellement de nos pratiques d'évaluation. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup lorsqu'on parle du plagiat. On parle beaucoup, sanctions, certaines actions, mais très peu de l'évaluation. On a parlé de l'évaluation au service de l'apprentissage et c'est quelque chose qu'on doit aller davantage si c'est au service de l'apprentissage, si l'évaluation est au service pour l'apprenant et non quelque chose, en fait, souvent l'évaluation, c'est qu'est-ce que l'élève subit. Donc, c'est une évaluation à la fin, on sait tous, on a tous passé par là, des examens, des travaux, c'est stressant, surtout si on doit travailler à temps plein, temps partiel, tout ça. Mais c'est cette réflexion-là qu'on doit avoir. Notre compréhension aussi de la représentation de notre savoir, qu'est-ce qu'on a appris. Donc, on est encore, comme on parle de la deuxième présentation, mentionné des essais, on est encore pris dans des modèles d'évaluation très traditionnels. On n'a pas évalué. Excepté que nos étudiants, ils ont évalué avec la technologie puis ont des moyens assez rapides pour, ils veulent un essai,
on va leur en pondre un essai. Donc c'est cette réflexion-là que nous devons commencer à avoir. Donc, quel type d'évaluation? Quel moyen des évidences de leur apprentissage? Parce qu'en fait, l'évaluation, c'est quoi? C'est de pouvoir démontrer qu'est-ce qu'on a acquis. Il faut revoir ces moyens-là. Vous avez parlé du e-portfolio. Et ça, c'est un autre moyen. Donc, vraiment un suivi des évidences. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec le e-portfolio. Nous avons aussi un e-portfolio qu'on a développé avec la plateforme Mahara. Donc, ça devient des évidences de leur travail, des évidences numériques. C'est pas nouveau. Dans beaucoup de domaines, on doit apporter des portfolios pour démontrer notre travail. Donc, cette réflexion-là, encore une fois, d'avoir des évidences de notre apprentissage, des évidences tangibles, que l'étudiant a aussi pris conscience ou consciente de ces évidences-là. Et ils ont un sens de contrôle, responsabilité. Ils veulent vraiment montrer leur meilleur. Quelque chose qu'on va revenir aussi, qui était mentionné dans les deux premières présentations, c'est le sens d'audience. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que l'audience a changé. Maintenant, ce n'est pas seulement le prof ou l'instructeur qui va voir. Et là, ce que j'ai réalisé, lorsque les étudiants doivent mettre tous leurs travaux devant tout le monde, par exemple les forums. Moi, par exemple, tous mes cours en ligne, tous les travaux sont là, tout le monde peut voir les travaux. Puis là, en premier, les étudiants me disent, bien, ils vont copier, bien, si tu copies, l'autre va voir que tu as copié. Et il y a vraiment un sens d'audience, cette responsabilisation de leur apprentissage aussi. Donc, tous ces moyens-là, on a des nouveaux moyens de démontrer nos connaissances, de partager aussi ces évidences-là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit vraiment tenir en ligne de compte. Je ne sais pas si, Pauline, tu veux ajouter sur ce sujet-là. Ça va pour ça. Et, c'est chaud. Oh là là, OK. Je pense que je vais terminer sur ceci. Je pense qu'on a encore quelques minutes. J'aimerais qu'on prenne quelques instants pour que Lise nous présente un peu un exemple tangible sur le site. Tu peux? Peut-être un petit mot à ajouter, parce que quand nous avons mis en place ce badge, l'obstacle majeur est venu du côté des collègues, qui revenaient beaucoup sur ce que ma collègue Martine a mentionné, qu'il y a la question d'étudiants qu'on considère comme adultes, que ça ne devait pas pouvoir exister, qu'ils ne sont pas responsables de faire ça. Leur responsabilité première, c'est de verser le savoir sur les étudiants, et que ce n'est pas leur responsabilité d'aller suivre ces étudiants suivre ce badge. Mais là aussi, il y avait un problème parce que dans les codes de conduite ou dans notre syllabus de cours qu'on propose aux étudiants, la notion de plagiat est mentionnée là-dedans. Mais nulle part, il n'est mentionné qu'il y a une responsabilité formative par rapport aux étudiants. Et ça, c'est le côté où peut-être on a encore un travail à faire. Et aussi le côté, disciplinaire de la chose, où les gens voient la question de plagiat dans le couloir très très précis de leur discipline sans voir les implications de leur discipline, l'aspect interdisciplinaire de cette question-là. Là, c'est un travail qui nous reste encore à faire, parler avec les collègues, parce que je crois avant tout, c'est une responsabilité pour moi qui relève de l'éthique de notre travail. Ce n'est pas seulement l'éthique du côté des étudiants, mais aussi l'éthique de notre travail comme professionnel dans le domaine de l'enseignement. Là, je vais tenter d'aller sur le site Moodle de la formation. On cherche le cours Biblio 101. Alors, comme vous voyez, vous avez toujours le même texte d'introduction que je vous ai montré tout à l'heure. On a le premier module et le deuxième module. Aussi, on a les ressources documentaires. Alors, quand on appuie sur le premier module, par exemple, on a la même structure pour le deuxième module. On a une petite introduction ici qui dit comment le module va se passer. Alors, d'abord, visionner le vidéo d'introduction, regarder les 5 tutoriels, ensuite faire les questions du premier module. Les objectifs du module ici, donc ce qui dit aux étudiants ce qu'ils doivent avoir acquis à la fin de ce module-là.
Le premier module sur le plagiat, c'est comprendre ce qu'est le plagiat et comment l'éviter, savoir quand et comment citer, faire la différence entre une citation et une paraphrase et connaître les ressources d'aide au style de citation. Donc ici, quand on appuie sur le premier vidéo d'introduction, et en passant, on n'a pas fait de plagiat, ça c'est une vidéo qui appartient à l'Université de Sherbrooke, on a eu une autorisation, une autorisation bien documentée. Donc on s'est dit, tant qu'on présentait sous le plagiat, vaut mieux bien faire. Et donc après, quand ils visionnent la vidéo d'introduction, ils appuient sur les tutoriels, il y en a 5 dans ce module-là, un après l'autre. Alors quand on appuie par exemple sur le premier, ceux qui connaissent Articulate vont reconnaître ce qu'on a ici. Alors, on en a 5 de ce genre-là. Et après, ils peuvent directement aller faire le quiz. Donc là, la personne qui l'a fait, ça doit être moi. J'ai eu 7 sur 8. OK. Et à partir de là, l'étudiant peut passer directement au deuxième module sans devoir retourner à la page principale. Et rebelote, c'est la même structure pour le deuxième module. Donc, quand je vous parlais plus tôt qu'on s'est assuré que la navigation se passe bien, c'est ça qu'on a fait. Lise, tu es en train de regarder l'heure, c'est pas bon signe. Et voici les ressources documentaires auxquelles les étudiants puissent regarder, ceux qui n'ont pas bien fait le quiz ou pour d'autres raisons. Okay. Comme j'ai dit plus tôt, une fois que le lien qu'on avait mis dans le courriel à envoyer aux étudiants, c'était celui-ci. Alors, quand ils appuient là-dessus, ça leur donne directement accès à cette page-ci d'introduction et ils peuvent faire la formation. Nous, du côté de l'administration, quand on va gérer les badges, on peut voir, il s'agit on a appelé badge test parce que c'est un projet pilote. On peut voir que jusqu'à maintenant, il y a 421 personnes. Là, il y a des gens comme moi et d'autres personnes qui ont voulu tester, mais ça nous donne plus ou moins ce nombre-là de personnes qui ont eu le badge. D'accord? Et c'est tout. C'est ce que je voulais vous montrer. Alors, si je veux m'inscrire à un cours à l'Université de l'Alberta, je fais comment pour savoir, on m'envoie un courriel pour me dire que je dois suivre ce cours-là? Ou dans mon curriculum, moi, j'ai mon programme, puis je me dis, je m'inscris au cours obligatoire. Est-ce que je dois, comment je vais savoir, moi, que je dois suivre ce cours-là? À partir du moment où vous êtes admise à l'Université de l'Alberta, vous allez recevoir une note de notre service d'admission qui vous donne quelques exigences pour vos cours, notamment les tests linguistiques en certains cas et cette formation-là, en indiquant que ça fait partie de vos conditions pour suivre certains cours. C'est excellent, ça me laisse savoir, faut le savoir hein, quand on arrive de nouveaux étudiants. Alors, une question là-bas, oui. Bonjour les amis de l'université. Ça prend de venir au Québec pour se rencontrer. Le Québec est le centre du monde. Mais je dois vous dire que du côté anglais, au campus principal, on partage la même situation et on se rend compte que le plagiat, c'est un problème constant, permanent et qu'au lieu de diminuer, ça va en augmentant. Mais j'ai une réflexion à ce sujet-là. C'est, premièrement, c'est que nos étudiants, quand ils arrivent à la faculté des sciences, on reçoit 1600 étudiants chaque année. Et on se rend compte, à travers les discussions que nous avons dans mon département avec tous les enseignants, tous les profs, c'est que nos étudiants ne sont pas préparés. Nos écoles ne préparent pas suffisamment nos étudiants pour qu'ils puissent avoir du succès à l'université. Je demande à mon fils, et je dis, est-ce que tu connais les APA? Est-ce que tu sais comment est-ce que tu vas rédiger l'année prochaine que tu t'inscris à l'Université de l'Alberta? Comment est-ce que tu vas rédiger un document que tes profs vont demander? Non, mais il finit cette année. Mais ça, c'est pour dire que nos étudiants ne sont pas prêts et on doit payer ses conséquences et assumer la responsabilité. D'autre côté, c'est la façon qu'on communique. Quand je vois la plupart de nos profs utiliser l'information concernant les plagiats comme si c'était
une police d'assurance avec les petits caractères que personne ne va lire, je dis, ben, nous autres, on est en train de faire partie du problème. On le dit aux étudiants, c'est dans toutes les syllabus. Vous voyez, on regarde l'information qui touche les plagiats puis les codes de comportement que les étudiants doivent tenir, mais les étudiants regardent ça puis ils ne les voient pas. On doit trouver des moyens de communiquer de façon signifiante avec nos étudiants, utiliser les langages qu'ils utilisent, faire usage des médias comme les social networks pour communiquer et faire comprendre les messages de l'importance du plagiat. Peut-être juste, tu veux faire un commentaire? Oui, non, je partage votre avis. Je pense que c'est un problème que nous avons, parce que le problème à l'Université de l'Alberta, je ne sais pas au Québec, c'est comment. Il y a des rubriques obligatoires qu'il faut avoir dans les syllabies. Ces rubriques-là, nous les prenons comme des choses tout à fait formelles qu'on met dedans, sans vraiment mesurer la conséquence que ça peut représenter pour la vie des étudiants. Je crois que c'est un problème que nous avons. Et la démarche que nous avons adoptée d'écrire à tous les étudiants dès leur inscription, c'est aussi de personnaliser ces messages-là, aussi de leur dire que voici, ça peut figurer dans votre syllabus, mais nous vous donnons des outils qui peuvent vous aider à répondre à ces défis-là. Et je renforce, je renforce aussi votre commentaire, mais on prend, tout le monde donne la responsabilité à la personne avant ou au groupe avant. Donc, les universités disent, bon, ben, c'est les écoles secondaires qui n'ont pas fait le travail. Les écoles secondaires disent, ben, ils ont pas appris ça. C'est les parents, c'est les écoles primaires. C'est toujours ça, mais en fait, chaque groupe ne prend pas sa responsabilité ou devrait davantage prendre ses responsabilités. On a tous cette responsabilité au niveau de la formation des compétences essentielles. Et la compétence informationnelle est une compétence qu'on doit développer dès le début. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ou d'autres commentaires? Avant de mettre la faute sur les parents, finalement, on ne fera pas d'enfants parce qu'il y a finalement de la petite école, de la maternelle, ça va être la faute de tout le monde. Là. Alors, s'il n'y a pas d'autres... plus la responsabilité, pas la faute, mais on prend tous responsabilité. Et dès le bas âge, il faut rendre les élèves responsables dans ce sens-là. Et on prend tous, comme un village, on prend tous notre responsabilité. C'est vrai. L'idée du village qui revient. Mais merci beaucoup.